Kalafé Wakili analyse. Bon, vous savez, les passeports en Afrique, on a eu à Kigali au Rwanda, le président Kagame qui a présenté le passeport de l'Union africaine. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Avant cela, la CEDEAO avait un passeport bleu, avait un passeport CEDEAO. Passeport unique pour l'ensemble des ressortissants CEDEAO. Ici, on nous présente 3 passeports. On nous présente un passeport pour chaque pays. On dit c'est AES. Ils auraient été bien inspirés de faire un passeport unique AES. Ce n'est pas le cas. C'est Mali AES, Burkina Faso AES. Mais je vais dire, vous voyez, là, c'est marqué Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En réalité, c'est un passeport CEDEAO. Ouais. Voilà, qui remplace justement le passeport CEDEAO bleu d'avant. Et chaque pays édite son passeport, mais en mettant CEDEAO au-dessus. Et pour la Côte d'Ivoire, vous avez passeport, passaporté par rapport à Capo Verde. Et donc, ce qui va changer, c'est simple. C'est CEDEAO là. Ils vont mettre AES, c'est tout. C'est tout. Après une première partie riche en analyse, l'émission NCI 360 s'est poursuivie avec l'intervention de M. Diabaté, un téléspectateur basé à New York. Dans son appel, il a salué la volonté des États membres de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, d'affirmer leur souveraineté avec la mise en circulation d'un passeport commun. Cependant, il a exprimé des doutes quant à la faisabilité d'une fédération dans laquelle les dirigeants abandonneraient des prérogatives majeures au profit d'une structure commune. Suite à cet appel, le débat s'est intensifié avec 2 experts. Fouakili, directeur général d'intelligence d'Abidjan, a critiqué le manque de cohérence dans la mise en œuvre de ce passeport, notamment sur l'absence d'un document unique pour les 3 pays, soulignant une dépendance à l'égard de sociétés étrangères pour sa production. Ensuite, André Silver-Conan, journaliste et fondateur d'Ivoire Hebdo, a mis en avant les enjeux économiques et politiques, dénonçant une stratégie des dirigeants pour conserver leur pouvoir sous couvert de souveraineté. Plongez dans cette deuxième partie pour découvrir des perspectives variées et enrichissantes sur ce projet ambitieux. Alors on va prendre M. Diabaté qui nous appelle lui des États-Unis, précisément de New York. M. Diabaté, bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Je vous reçois 5 6 5, M. Très bien. Pour vous, le divorce sera au niveau des États, mais les peuples continueront de fonctionner comme ça l'était depuis l'époque, depuis la naissance de la CEDEAO. Nous vous écoutons. Effectivement, comme je le disais, je pense que c'est vrai, les autorités ont pris cette décision aujourd'hui sans consulter les peuples. Allez-y, on vous entend bien. Ok, merci. Je pense que les autorités ont pris cette décision sans consulter les peuples. Mais pour moi, de mon point de vue, vu l'analyse que l'un de vos invités vient de faire, une très beau analyse, ben, je pense que certainement que les autorités quitteront la CEDEAO dans la forme, mais dans le fond, les peuples resteront toujours CEDEAO. Parce que je ne vois pas un Malien qui s'empêcherait de venir en Côte d'Ivoire sans même passer par la forme de tout ce qu'on vient de citer. Et ça rejoint encore le premier sujet dont vous avez débattu tout à l'heure. La libre circulation des personnes et des biens. Si vous comprenez. Oui. Donc, de mon point de vue, je pense que cette fédération, elle aura dans la forme, mais dans le fond, elle ne pourra pas réussir. Parce que je ne vois pas un président comme celui du Mali ou du Niger abandonner ses prérogatives. Parce que pour faire une fédération, les présidents doivent abandonner un certain nombre de prérogatives et céder ses pouvoirs à la fédération. Mais est-ce que les 3 présidents seront prêts à abandonner ces prérogatives, de ces pouvoirs qu'ils ont au profit d'une seule personne? Je ne crois pas. Bon, pour le moment, l'avenir nous dira la suite, mais vraiment, c'est mon point de vue. Je ne pense pas que cette fédération pourra être une réussite car les peuples resteront toujours intégrés. Très bien, merci beaucoup M. Diabaté de nous avoir appelé depuis New York. Kalafé Wakili analyse. Bon, vous savez, les passeports en Afrique, on a eu à Kigali au Rwanda, le président Kagame qui a présenté le passeport de l'Union africaine. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Avant cela, la CEDEAO avait un passeport bleu, avait un passeport CEDEAO. Passeport unique pour l'ensemble des ressortissants CEDEAO. Ici, on nous présente 3 passeports. On nous présente un passeport pour chaque pays. On dit c'est AES. Ils auraient été bien inspirés de faire un passeport unique AES. Ce n'est pas le cas.
c'est Mali AES, Burkina Faso AES, Niger AES, comme aujourd'hui, Côte d'Ivoire CEDEAO, Bénin CEDEAO, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un an après, d'une démarche dit-on structurée, un an après, avec effet immédiat, n'est-ce pas? Mais quelle a été l'immédiateté? Quel a été l'effet immédiat? C'est maintenant, nous sommes un passeport. Les passeports, est-ce qu'ils sont produits en Afrique? Est-ce qu'il y a une industrie du fiduciaire en Afrique comme la monnaie? C'est encore des passeports produits à l'étranger par une société étrangère qui va venir donner comme nos monnaies, comme les monnaies africaines. Bon, il a parlé aussi de la sortie de la CEDEAO, du franc CFA ou autre, parce que tant qu'ils resteront dans cet espace-là, il y a un petit problème seulement entre le Niger et le Nigeria. Ils vont signer un accord, c'est des voisins. Entre le Ghana et le Burkina Faso, ils vont signer un accord. En dehors de cela, il y a les règles communes de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Voilà, donc ça ne change pas grand-chose en réalité. En plus, ils ont pris des mesures pour que ce soit un espace sans visa chez eux. Un an après, maintenant on verra. À partir, je pense que la CEDEAO les a appelés pour discuter des modalités de la rupture. Ils ne viennent pas. Il faut qu'ils acceptent de discuter. Pourquoi on essaie de trouver des accords pour dire que, comme il a évoqué les étudiants, les conditions d'établissement, hein, pour que les prix n'augmentent pas. Parce que les cartes de séjour pour l'espace hors CEDEAO, c'est à partir de 300 000. Bon, si on doit, comme il a dit, appliquer ces prix-là à 8 millions de personnes, ça peut être difficile. Il faut bien qu'ils aient cela. Difficile pour qui? Pour ces ressortissants, peut-être en difficulté. Voilà. Donc, il faut qu'ils acceptent de s'asseoir avec la CEDEAO pour discuter, hein, pour que des accords spécifiques soient trouvés, etc., etc. Dans tous les cas, moi, j'ai tendance à dire que les pays sont d'éternité. Les pays, c'est comme le monde, ils sont là pour longtemps. Les humains ne sont pas d'éternité. Les humains ne sont pas éternels. Ils vont, ils viennent. Tout comme les pouvoirs politiques, ils sont temporaires. Les pouvoirs politiques sont temporaires. Les dirigeants actuels de la CEDEAO sont temporaires. Et les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger sont des dirigeants temporaires. Ce n'est pas à vie. Dans une génération, c'est 10 ans, 20 ans. Donc, on a le temps de voir les choses passer. Aujourd'hui, Trump est venu. On en parlera. Après Biden, il prend des mesures. Il annule, il efface. Donc, eux, après, quand ils partiront, quand ils passeront la main à d'autres types de régimes, certainement ces régimes vont réexaminer les choses et puis voir s'il faut continuer AES pour devenir un État unique. Mais il faut préciser que le type de fédération entre des pays qui ont déjà existé de façon souveraine et les fédérations au Nigeria ou aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. On veut, oui, fédération, mais c'est des pays qui existent déjà, qui ont une souveraineté internationale reconnue, qui peuvent battre la monnaie, qui ont des drapeaux ou autres, alors que les fédérations aux États-Unis, telles que connues, et puis aussi au Nigeria, comme il a évoqué, ce n'est pas la même chose. Donc l'historique, le cheminement vers la fédération, on peut dire qu'ils peuvent devenir une fédération, mais il est important de préciser les opportunités de fédération aux États-Unis, ainsi qu'au Nigeria ou même au Brésil. Et puis, à l'époque, lorsque la Russie aussi est un peu de cette façon, mais il est important de préciser que c'est une fédération et des États déjà indépendants. Donc, c'est ce que moi je veux indiquer pour terminer en disant que pour moi, dans la durée, les choses peuvent changer et on aura l'occasion de les voir à l'œuvre, tout en notant qu'un an après leur sortie, il n'y a pas eu grand-chose, alors que l'effet était supposé être immédiat. Très bien. André Silva? Ça, c'est mon passeport ordinaire. Ouais. Vous en disposez d'un passeport c'est un passeport ordinaire. D'accord, très bien. Oui, j'ai déjà eu d'autres passeports. Mais je vais dire, vous voyez, là, c'est marqué Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En réalité, c'est un passeport CEDEAO. Ouais. Voilà, qui remplace justement le passeport CEDEAO bleu d'avant. Et chaque pays édite son passeport, mais en mettant CEDEAO au-dessus.
Et pour la Côte d'Ivoire, vous avez passeport, passaporté par rapport à Capo Verde. Et donc, ce qui va changer, c'est simple. Ces CEDEAO là, ils vont mettre AES, c'est tout. C'est tout. Pour rester conforme à leur volonté de sortir de la CEDEAO. Et ils précisent eux-mêmes que ceux qui ont ce passeport n'ont pas besoin de les changer maintenant et que ça peut aller à expiration. Eux-mêmes le précisent. Vous savez, il faut qu'on soit très clair. Les gens ont créé l'AES, c'est un outil de conservation de pouvoir pour eux. Point à la ligne. Et depuis qu'ils ont créé l'AES, la CEDEAO ne les emmène plus trop. Quant à ce qu'ils doivent rendre le pouvoir à des civils, ils doivent organiser des élections. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est tout. C'est l'enjeu qui est là. Tout le reste, c'est de l'habillage. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des actes pour rester conformes à cette stratégie de conservation du pouvoir. Mais la CEDEAO, les autres pays de la CEDEAO, contrairement à ce que Dr Kwao a dit, ils peuvent décider d'instaurer un visa. Ils peuvent le décider de façon souveraine. Il y a un visa entre nous. Voilà. Et puis, il n'y aura rien. Mais pourquoi ils ne le feront pas? Ce n'est pas par rapport à tout ce qu'il a dit. Non. C'est par humanité. C'est par responsabilité qu'ils ne le font pas. Parce que, mais en fin de compte, il y a combien d'Ivoiriens au Burkina Faso? 900 sur 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Autant au Mali. Au Niger, c'est encore moins. Et donc, les États de l'Afrique, de la CEDEAO, ont plus intérêt à soumettre un visa à ces pays-là, qui disposent de plus de ressortissants dans leur pays. Quand vous prenez la déclaration du général Assimi Goïta, il dit à ses compatriotes, il n'y aura pas de visa. Mais en fait, ce n'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Les autres pays ne décident pas qu'il y a des visas entre le Bénin, entre le Burkina, le Niger et le Mali, pas parce que le général Assimi Goïta l'a décidé, pas parce que le capitaine Ibrahim Traoré l'a décidé, pas parce que le général Tiani l'a décidé. Non, ils ne prennent pas cette décision pour l'instant par humanité, je le répète, et par responsabilité. Sinon, rien ne leur interdit de fixer un visa. Bon, pour le reste, mais un passeport, le passeport AES passera combien de ports, combien d'aéroports? Parce qu'un passeport, c'est comme une monnaie. Il y a ce qu'on appelle la valeur fiduciaire. Voilà, la confiance que les gens placent dans ce passeport. Mais prenez donc les passeports en Afrique. Les passeports en Afrique. Il y a un cabinet qui fait le classement des passeports les plus puissants du monde. Un cabinet qui le fait. C'est le cabinet Henley & Partners. Et donc, le premier pays en Afrique qui a un passeport assez solide, c'est bien Seychelles. Et le passeport séchellois permet d'accéder à 156 pays. 156 pays. Après vient Maurice, après vient l'Afrique du Sud. Aucun pays d'Afrique de l'Ouest ne figure dans le top 10 africain. C'est ça la réalité. Aucun pays d'Afrique de l'Ouest, même pas la Côte d'Ivoire, ne figure dans le top 10 africain. Et donc, par la suite, en Afrique de l'Ouest, vous avez donc la Gambie, qui a accès à 71 pays, 71. En Afrique de l'Ouest, vient le Bénin, 68 pays. Après Cap-Vert, 68 pays. Le Ghana, 68 pays. Le Burkina Faso, classé avant la Côte d'Ivoire, je le précise, qui a un 82e rang mondial, 25e rang africain, accès à 60 pays. La Côte d'Ivoire, ce passeport donc ivoirien, donne accès gratuitement à 59 pays. Mais tous les autres pays de l'AES, donc le Niger et le Mali, sont loin derrière. Donc, et ça, c'est même avec le passeport CEDEAO. Avec le passeport AES, ça va aller où? Nulle part. En Russie. Voilà le problème. Et donc, que les gens arrêtent de malmener leur peuple. Parce que c'est ça en réalité. Ils ont une stratégie de conservation du pouvoir pour eux-mêmes, mais qu'ils pensent à leur peuple.
Le passeport AES va franchir combien de pays? La Russie. Et puis quoi après? La Guinée. Et puis quoi après? Très bien. Merci beaucoup André Silver Conan. Cette deuxième partie a permis de mettre en lumière les défis et les opportunités qu'apporte le passeport commun de l'AES. Monsieur Diabaté a rappelé les liens profonds entre les peuples des espaces AES et CEDEAO, malgré le divorce institutionnel qui se profile. Ali Fouakili a critiqué le manque de vision stratégique autour de ce projet, insistant sur l'importance d'une autonomie véritable dans la production des passeports et d'une harmonisation régionale. De son côté, André Silver Conan a dénoncé une instrumentalisation politique, qualifiant l'initiative de moyen pour consolider le pouvoir des dirigeants de l'AES, plutôt que de véritablement servir les intérêts des populations. Ce débat soulève une question essentielle. Ce passeport sera-t-il un véritable levier d'intégration régionale ou une simple mesure symbolique? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires.